des principes fondamentaux de la comptabilité qui sont préconisés par le Code général de normalisation comptable. Après avoir parlé des règles d'évaluation, qui doivent bien entendu conduire à ce qu'on appelle l'image fidèle de la situation patrimoniale et des résultats de l'entreprise. Et après également avoir rappelé le contexte historique de mise en place d'un dispositif comptable national propre au pays. Alors aujourd'hui, nous allons entamer notre premier chapitre que nous allons consacrer aux règles de gestion comptable de l'acquisition des éléments du patrimoine. Comme on dit, on parlera des règles d'évaluation et de comptabilisation relatives à l'acquisition et à la production d'éléments d'actifs. Bien entendu, cela est en relation directe avec ce que nous avons dit la semaine dernière, quand on a dit la notion d'image fidèle, de quoi? De la situation patrimoniale. Et donc, pour que l'on puisse parler d'une image fidèle de la situation patrimoniale, encore faut-il bien maîtriser les règles d'évaluation et de comptabilisation relatives à l'acquisition et à la production des éléments d'actifs. Donc, on peut dire que le but de ce chapitre, il peut être décliné de la manière suivante. D'abord, il s'agit de distinguer les différentes catégories d'immobilisation. Donc, on dira quelques mots sur les principales rubriques d'immobilisation qui sont prévues par la nomenclature comptable nationale. Et donc, on traitera même des exemples d'illustrations concernant l'enregistrement comptable de ces immobilisations. Et puis, dans un deuxième temps, il s'agit de maîtriser l'évaluation d'éléments d'actifs lors de la date d'entrée dans le patrimoine, selon qu'ils sont acquis et bien produits par l'entreprise, parce qu'on sait très bien qu'un élément d'actif, généralement, soit qu'il est acquis, soit il est produit. Parfois aussi, à titre exceptionnel, il fait l'objet d'un apport, quand il s'agit d'un apport d'actifs d'une société à une autre. Et donc, on essaiera donc de voir ces différents cas de figure et comment est-ce qu'on peut gérer, je dirais, la gestion, enfin plutôt en comptant et pour ce qu'on gérait comptablement ce genre d'opération. Alors, donc, on va commencer d'abord par la première précision et qui va concerner les différentes catégories d'immobilisation. Alors, la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que l'une des spécificités du Code général de l'enseignement comptable marocain par rapport à celui de la France, c'est qu'il a une rubrique, on va dire spécialement réservée pour les éléments en non-valeur. Voilà. Donc je dis que si on doit comparer le plan comptable marocain et le plan comptable français, on peut dire que le plan comptable marocain, il marque quand même quelques petits points par rapport au plan comptable français sur ce point-là, parce qu'il est tout à fait logique de ne pas confondre, de ne pas mettre dans le même panier des éléments qui ont de la valeur et des éléments qui n'ont pas de la valeur. Voilà. Et donc, ces immobilisations, donc ça regroupe quoi en fin de compte? Ça regroupe en fait à la clôture de l'exercice des charges. Donc, ce sont essentiellement des charges. Donc, qu'est-ce qu'on trouve en immobilisation en non-valeur? Essentiellement des charges. Ce qui est justement une exception par rapport à la règle qui veut que les charges, en principe, peuvent être logées dans une autre classe, dans la classe 6, justement. Le principe, c'est que les charges doivent être logées dans la classe 6. Alors, s'il y a une exception, ça concerne bien ce qu'on appelle les immobilisations en non-valeur. Donc, ce sont essentiellement des charges qu'on choisit d'immobiliser, ou bien qu'on choisit d'enregistrer dans un poste ou dans une classe réservée pour l'actif immobilisé pour des raisons très claires. C'est que ce sont des charges qui ne méritent pas d'être imputées exclusivement à un seul exercice. Parce que la différence entre les opérations de bilan et les opérations de CPC, c'est que les opérations de bilan, ce sont des opérations qui s'étalent dans le temps, qui concernent généralement plusieurs exercices. Quand j'acquiers par exemple un matériel, ce matériel-là, il va servir à plusieurs exercices. Quand je vais, par exemple, demander un emprunt,
ben, un emprunt, ça va être remboursé sur plusieurs exercices. Donc bref, ce que je veux dire par là, c'est que l'une des distinctions qu'il faut faire entre le bilan et le CPC, c'est que le bilan, généralement, c'est une récapitulation comptable de la vie d'une entreprise sur plusieurs années. Donc, autrement dit, si vous prenez le bilan de 2018 d'une entreprise donnée, attention, c'est pas la réalité d'entreprise en 2018. Le bilan de 2018, c'est la récap en quelque sorte de toute la vie de l'entreprise jusqu'à fin 2018. Voilà. Donc ça regroupe toutes les années passées, tous les exercices passés. Hein, ils sont en quelque sorte résumés dans le bilan. Parce que c'est une progression. Le bilan d'un exercice, il est construit sur la base du bilan de l'exercice précédent, qui est lui-même construit sur la base du bilan de l'exercice qui précède. Donc ce qui fait que d'année en année, on va avoir une superposition de bilan, à tel point que quand on va prendre une version d'une année donnée, ça va nous résumer toute l'histoire comptable de l'entreprise. Ce qui n'est pas vraiment la même chose dans le cas du CPC. Le CPC ne décrit que ce qui s'est passé durant un exercice comptable. Donc quand je prends par exemple le CPC de 2018, ça va rien me dire à propos de 2016, 2015, 2014. Parce que le CPC de 2018, c'est quoi? C'est une récapitulation des charges et des produits de 2018. Et donc ce qui fait que la logique veut que, généralement, quand on a des charges, il faut les loger soit dans la classe, surtout dans la classe 6, et soit dans la rubrique 61, 63, 65, selon la nature des charges. Mais parfois, dans des cas exceptionnels, lorsqu'il y a des charges qui ne sont pas spécifiques à un exercice, mais qui concernent plusieurs exercices, alors là, logiquement, il faut les mettre dans le document qui est conçu dans cet esprit-là. C'est-à-dire le document qui reflète, ou bien qui rapporte la réalité comptable de plusieurs exercices, et ce document n'est autre que le bilan. Donc à chaque fois qu'on a des charges qui ne sont pas spécifiques à un exercice, mais qui méritent d'être étalées sur plusieurs exercices, donc en principe, on choisit de les mettre dans le bilan. Et aussi, c'est pour une question d'équité, une question de justice. Parce qu'il serait injuste d'imputer à un exercice une charge qui concerne plusieurs exercices. Par exemple, supposons qu'on va refaire les travaux de peinture, les travaux de pose de moquette, les travaux, par exemple, de vitrerie d'un immeuble. Ça, ce n'est pas des travaux qu'on va répéter chaque année. Ça, ce sont des travaux qu'on va faire une fois tous les 15 ans, tous les 10 ans. Donc, ce n'est pas un travail de chaque année. Donc, ce qui fait que si je vais engager une somme stratosphérique pour, relooker, par exemple, un immeuble, ça serait injuste d'imputer tous ces frais-là à un seul exercice comptable. Donc, la logique veut que ça soit étalé sur plusieurs exercices. Et dès lors qu'on va parler d'étalement, on doit absolument quitter le cadre du CPC pour aller à un nouveau cadre qui est le cadre bilanciel. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a des charges qu'on va décider d'immobiliser. Et donc, le fait d'immobiliser des charges nous permet de parler d'immobilisation qui n'ont pas de valeur. Parce que tous les éléments de l'actif, ils ont de la valeur dans la mesure où on peut les céder. Hein, je peux vendre du matériel, je peux vendre du mobilier, je peux vendre même les créances, on peut les vendre. Les stocks également, je peux les vendre, je peux vendre les titres, mais je ne peux jamais vendre des charges. Si je décide aujourd'hui d'aller au Canada et de vendre mon entreprise, par exemple, et quand je vais faire une proposition à quelqu'un pour lui vendre mon entreprise, je peux le convaincre d'acheter le stock, je peux le convaincre d'acheter les créances, je peux le convaincre d'acheter tout ce qui est immobilier, tout ce qui bouge, tout ce qui est bien meuble, mais je ne peux en aucun cas le convaincre d'acheter des charges à répartir, ou bien d'acheter des frais préliminaires, ou bien une autre composante des émissions en non-valeur. Donc cela suffit pour dire que, par définition, tous les éléments, toutes les charges que nous allons choisir d'étaler dans le temps, que nous allons choisir d'amortir dans le temps, que nous allons choisir d'immobiliser, ils n'auront pas de valeur. Et donc c'est pourquoi le plan comptable marquant, il a eu raison de parler de ce qu'on appelle d'habitude immobilisation en non-valeur. Alors, c'est comment on peut vendre les créances? Alors, on peut très bien vendre les créances, parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la technique de factoring. Le factoring qui consiste à faire quoi? Il consiste à vendre des créances à des organismes qui sont spécialisés dans l'achat
et le recouvrement des créances. Par exemple, vous avez des créances d'un certain montant, vous êtes peut-être en difficulté, vous n'avez pas les outils, les mécanismes, les techniques pour pouvoir assurer un recouvrement correct de ces créances-là. Vous pouvez très bien les vendre, mais à condition bien sûr que ces créances soient, on va dire, encaissables en quelque sorte. Il ne faut pas que ce soit des créances vis-à-vis de clients qui sont complètement insolvables. Donc je peux très bien vendre des créances, c'est-à-dire vendre le droit de demander la récupération de ces créances à quelqu'un d'autre, bien sûr. Moyennant une décote, bien sûr. Une créance de 100, ça ne va pas se vendre à 100. Une créance de 100, ça va se vendre à 90 ou 85 par exemple, pour permettre à la personne qui va l'acheter de tirer quand même un petit gain. Donc je disais que ces immobiliers en non-valeur, ils n'ont aucune valeur de revente, et c'est ça ce qui explique l'appellation immobilisation en non-valeur. Alors, ce qu'il faut donc préciser, c'est que cette rubrique, il est scindé en plusieurs postes. Le premier poste, c'est frais préliminaires. Alors, généralement, ce poste-là, on l'utilise à l'occasion de la constitution de la société. Généralement, quand on constitue la société, vous savez très bien que dans le cadre de l'opération de constitution, on est censé engager des frais, des frais de constitution. Tout ce qui est droit d'enregistrement, tout ce qui est frais de notaire ou bien frais du cabinet qui va s'occuper de l'opération, tout ce qui est droit de timbre, tout ce qui est frais de publicité, etc., etc. Et donc l'ensemble de ces frais, ils sont regroupés dans un poste qui s'appelle frais préliminaires. Et là, vous avez donc un petit peu le détail. Frais de constitution, tout ce qu'on dépense à l'occasion de la constitution d'une société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets qui proposent d'assurer l'opération de bout en bout, moyennant une somme forfaitaire de 5 000 dirhams, 8 000 dirhams, 10 000 dirhams, selon la taille de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, on a le choix, soit d'assurer soi-même toutes ces étapes-là. Donc, commencer par la toute première des choses qui est quoi? Qui est aller demander ce qu'on appelle le certificat négatif. D'accord? Je vais demander le certificat négatif. C'est-à-dire que je vais réfléchir sur un nom, et puis pour m'assurer que ce nom n'existe pas et que j'ai le droit d'utiliser moi-même, alors je vais aller au CRI, au Centre régional d'investissement, et au service de l'OMPIC, l'Office marocain de propriété industrielle et commerciale peut-être là, et puis je vais leur faire une proposition, je vais leur proposer 4 noms. 4 noms différents, moyennant, je crois, 200 dirhams. 250, en tout cas 200, c'est quoi, je ne me rappelle plus. Et puis, ils vont vérifier s'il y a un nom qui est, on va dire, valable, qui est possible, on va me l'accorder. Sinon, on va me demander de faire une deuxième proposition, une deuxième liste, et ainsi de suite. Bon, bref, je vais d'abord demander le certificat négatif. Et après, je vais rédiger les statuts. Soit je vais le faire là aussi moi-même, soit que je demande à quelqu'un de le faire à ma place. Bon, bref, je vais passer par un certain nombre d'étapes pour pouvoir constituer légalement l'entité. L'entité, c'est une personne morale totalement indépendante de la personne du créateur, de la personne du promoteur. Et donc là, sans que je vais faire moi-même le travail de bout en bout, ce que je conseille personnellement, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut créer, même si vous avez les moyens de payer quelqu'un pour le faire, moi je pense que ça c'est une expérience. Le fait de faire soi-même le travail, c'est une très belle expérience. Il faut vraiment le faire pour voir comment ça se passe, pour avoir une idée sur le circuit. Sinon, il y a des gens qui travaillent en parallèle et qui n'ont pas le temps d'aller prendre des rendez-vous, d'aller attendre dans des files d'attente, parfois certaines formalités. Ils préfèrent parfois confier l'opération à un cabinet, une fiduciaire par exemple, pour faire tout ça, moyennant un montant donné. Alors l'ensemble des frais qu'on est censé supporter pour pouvoir assurer la constitution des sociétés vont en principe être logés, doivent être comptabilisés dans le compte frais de constitution. Et puis nous avons même un compte qui s'appelle frais préalables au démarrage. Parfois même on peut engager des frais préalablement au démarrage de notre activité, parce que parfois avant de démarrer, il faut faire des préparatifs, il faut
parfois commencer à, je dirais, préparer justement le terrain, Local. planter le décor, aller vérifier, oui, aller chercher des carnets de commandes, etc., etc. Bon, bref, l'ensemble des frais qu'on peut également engager avant de démarrer l'activité, ils peuvent également être logés à ce niveau-là. Comme on peut trouver des frais de publicité, c'est pas la publicité commerciale, mais c'est surtout la publicité légale, parce que parmi également les obligations qui s'imposent à la société au moment de la création, c'est de faire une publicité dans un journal d'annonce légale. D'accord? D'ailleurs, ça, c'est un document qui est demandé également par les banques. Lorsque vous voulez ouvrir un compte bancaire au nom de la société, parmi les pièces qu'on va vous demander, donc copie des statuts, mais aussi copie du journal d'annonce légale où ça a été publié, je dirais, la création de la société. Bon, puis on a ici même, on a mis avec cette liste-là un poste ou bien un compte frais d'augmentation de capital, parce que parfois ça peut arriver aussi je dirais, d'augmenter le capital pour une raison ou pour une autre. Et on sait très bien qu'une opération d'augmentation de capital, ça va générer des frais. Généralement, ce sont des frais qui sont engagés vis-à-vis de la banque qui va superviser l'opération. Et donc, ces frais également, ils vont être logés à ce niveau-là. Donc ça, si vous voulez, c'est la première rubrique. Nous avons aussi une deuxième rubrique qui est charge à répartir sur plusieurs exercices. Hein. Et donc là, c'est tout ce qui est frais d'acquisition des immobilisations qui ne font pas partie de quoi? Du coût d'acquisition. Voilà, c'est ça. Et puis nous avons les frais d'émission des emprunts. Surtout ici, on parle de l'emprunt obligataire. Quand une entité veut émettre un emprunt obligataire, généralement, la banque va prélever des commissions et des frais qui vont bien sûr être logés ici dans le poste, ou bien dans le compte frais d'émission des emprunts. Et puis nous avons toujours, comme vous pouvez le remarquer, toujours une liste et se termine par un poste autre. Alors pourquoi autre? Parce que on est d'accord pour dire que les listes ne sont jamais exhaustives. Il n'y a pas d'exhaustivité. Le plan comptable marocain n'a pas prévu tous les comptes possibles. Parce que, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, on a acquis un chien de garde. On a acquis un chien de garde. Donc, il n'y a pas un compte qui s'appelle chien de garde. Hein? Mais on aura le droit de le mettre dans autre immobilisation. Hein? Donc, un chien de garde, du moment qu'on va le consommer pendant plusieurs exercices, hein, donc il va être logé dans le poste, mais dans le compte autre immobilisation corporelle. Hein? C'est une immobilisation corporelle, hein? C'est de la chair, hein? et donc c'est autre immobilisation corporelle. Voilà. Et puis nous avons le poste, ou bien la rubrique plutôt, prime de remboursement des obligations. Alors, encore une fois, la rubrique prime de remboursement des obligations, c'est une rubrique réservée pour les entités qui émettent des emprunts obligataires. Et quand on dit prime de remboursement des obligations, c'est en fait la différence entre le prix d'émission et plutôt entre le prix de remboursement et le prix d'émission. Voilà. Parce que généralement, une obligation il se caractérise par une valeur nominale, un prix d'émission et un prix de remboursement. Je ne sais pas s'il y a un marqueur ici. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être je vais. Voilà, donc je disais que. Voilà, je vais mettre ça ici. Hein. Donc une obligation, ça se caractérise par un prix d'émission, d'accord, une valeur nominale et un prix de remboursement. D'accord. Donc généralement, on fait en sorte que, supposons que la valeur nominale est 2000 par exemple, on fait en sorte que le prix d'émission soit égal à la valeur nominale, voire même parfois inférieur. Je peux très bien mettre un 950 par exemple, et là par exemple mettre 1100 par exemple. Alors pourquoi on choisit cette configuration-là? C'est pour essayer de rendre l'emprunt, on va dire, compétitif, pour essayer d'exercer cette attractivité pour les épargnants, pour venir faire
souscrire à l'opération de cette empreinte, hein, pour venir souscrire à cette empreinte obligatoire. Autrement dit, on va dire, écoutez, je vous propose une obligation qui vaut 1000, moi je vous la propose à seulement 950, et à l'échéance, quand je vais vous la rembourser, je vais vous la rembourser à 1100. Plus les coupons, bien sûr, plus les intérêts. Donc là, déjà, vous, en tant qu'épargnant, vous allez vous dire, oui, mais c'est une excellente chose que d'acheter l'obligation à 950 et de pouvoir la revendre à l'échéance à 1100, ce qui fait déjà une plus-value de 150, plus les intérêts, bah parce que généralement le taux d'intérêt il est faible. Hein. Le taux d'intérêt, c'est pas du 15 ou du 16%, c'est du 4,5%, du 5% maximum. Généralement, c'est pas un grand taux d'intérêt, c'est un taux d'intérêt qui est relativement bas. Et donc pour compenser, on va dire, la faiblesse du taux d'intérêt, on propose une prime de remboursement de l'obligation qui peut être par exemple égal à 1100 moins, donc prix de remboursement moins prix d'émission. Ça va nous faire une prime de remboursement ici de 150. Alors si vous multipliez par exemple prime de remboursement de 150 par le nombre d'obligations, par exemple 1 million d'obligations, par exemple, ça va vous donner la prime d'émission totale. Ça va vous donner par exemple voilà, 150 millions. Dans 150 millions, c'est quand même, c'est pas un montant qu'on va faire supporter, je dirais, un seul exercice en tant que charge. Donc 150 millions, c'est quand même un montant assez important. Alors là, on est en principe censé l'étaler sur plusieurs exercices. C'est pourquoi on choisit d'immobiliser cette charge. En fait, c'est une charge ici, hein, c'est une charge pour l'entreprise. Parce que le fait d'avoir remboursé l'emprunt à un prix supérieur au prix d'émission, c'est une charge pour l'entreprise. Et c'est une prime pas pour l'entreprise, c'est une prime pour les souscripteurs de l'emprunt. C'est une prime qu'ils vont toucher. Mais pour l'entreprise, c'est une charge. Et cette charge-là, au lieu qu'elle soit affectée, au lieu qu'elle soit imputée à un seul exercice, ce qui serait injuste, on choisit de l'étaler sur plusieurs exercices. Et donc, en principe, c'est pourquoi on va immobiliser les primes de remboursement des obligations. Donc, les frais préliminaires, les charges à répartir et les primes de remboursement des obligations, ils constituent, si vous voulez, les principales composantes des immobilisations en non-valeur. Voilà. Et donc, vous voyez bien que tous les trois, hein, ces trois éléments, ces trois composantes, ils sont constitués essentiellement de frais et qu'on ne peut pas revendre, hein, qu'on ne peut pas vendre à qui que ce soit. Et donc, ce sont des frais qu'on a choisi d'étaler. Et donc, c'est la raison pour laquelle on les a immobilisés. Et donc, ce sont des immobilisations en non-valeur. Alors, en parallèle, nous avons les immobilisations incorporelles. Donc, c'est des dépenses, en fait, les immobilisations incorporelles. Donc, c'est des dépenses constitutives de moyens d'activité, mais à la différence par rapport aux immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles, ce sont des dépenses, mais qui sont génératrices de revenus futurs. Donc, vous allez me dire, oui, mais là aussi, ce sont des charges, ce sont des dépenses. Oui, mais là, c'est des dépenses qu'on peut rentabiliser, si vous voulez. Hein, qu'on peut rentabiliser parce que ce sont des dépenses qui peuvent générer des revenus. Et là, on donne quelques exemples. Voilà quelques exemples, si vous voulez, de dépenses génératrices de revenus. Alors, je commence par les immobilisations en recherche et développement. Alors, que contient ce poste-là? Immobilisations en recherche et développement, c'est des dépenses qui sont engagées par certaines sociétés qui font la recherche et développement. Logiciel. Voilà. Par exemple, dans le domaine pharmaceutique, il y a des entreprises qui engagent des dépenses extraordinaires pour trouver une molécule relative à une pathologie donnée. Trouver un vaccin, par exemple. Je crois que
dernier exemple à citer, c'est une entreprise marocaine qui a trouvé une molécule qui est 25 fois moins chère que son équivalente, je dirais, internationale, ce qui est une excellente chose. Donc on fait des dépenses de recherche et développement, mais ces dépenses, ils peuvent s'avérer concluantes. Ce n'est pas des non-valeurs, ce n'est pas des charges sans retour, ce sont des charges, mais qui peuvent avoir un retour extrêmement intéressant. Parce que si on arrive à mettre la main sur, par exemple, une molécule, pour rester dans l'exemple, cette molécule-là, ça va être bien sûr protégé. Et donc c'est pourquoi on dit que les innovations en recherche et développement, ce sont des dépenses qui ont comme contrepartie d'obtenir l'avantage de la protection du droit d'utiliser une marque, un procédé, ou bien en tout cas une nouveauté concernant un domaine bien déterminé. Donc le fait de faire des dépenses et de trouver quelque chose de palpable, ça va vous donner, le droit d'exclusivité pour l'usage de cette invention. Et donc les dépenses qu'on va engager, on va pouvoir bien sûr les immobiliser pour les aller dans le temps. Comment on fait l'application? Par exemple, on fait des dépenses pour faire quelque chose de pas mais l'application sur des immobilisations de recherche et développement, ce sont des refaits au développement. Généralement, on engage des dépenses et quand on est en train d'engager des dépenses, on les passe dans les comptes de charge, normalement. D'accord? On les passe dans les comptes de charge. Mais lorsque on va commencer à toucher les premiers résultats, ou lorsqu'on va commencer à voir les éléments de preuve nécessaires pour pouvoir dire que ça va aboutir à quelque chose de nouveau, on peut transférer ces charges-là, je dirais, dans le compte d'immobilisation. Il y a d'ailleurs un compte qui s'appelle transfert de charges. Hein? C'est parfois on le fait dans le brevet. Généralement, lorsqu'il s'agit de brevets, on les met généralement dans le compte brevet. Lorsqu'il y a, parce que parfois on peut acheter des brevets, on peut acheter le droit d'utiliser une marque, on peut acheter par exemple un logiciel. Auquel cas on va utiliser ce compte-là. Donc disons que ce compte-là, il est surtout utilisé lorsque c'est une production interne, lorsque c'est nous-mêmes qui avons engagé un certain nombre de dépenses, et donc généralement on passe par ce compte-là, mais parfois ça peut nous arriver de ne rien créer. Aujourd'hui, je vais acheter un ERP, donc un logiciel intégré, que je n'ai jamais produit moi-même, hein. C'est quelque chose que j'ai acheté auprès d'une autre entité. Alors, où est-ce que je vais l'utiliser? Je vais le comptabiliser. Ce n'est pas dans le compte immobilisation en recherche et développement, mais dans le compte brevet, marque, droit. Pardon? Alors, généralement, si je le développe moi-même, si je les crée moi-même, je peux très bien me permettre de les mettre en recherche et développement. Mais lorsque je me contente de l'acquérir pour l'utiliser pendant un certain nombre d'années, en principe, je passe par le deuxième compte qui est brevet, marque, droit et valeurs similaires. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette logique-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont incapables c'est pas leur métier, et donc qui achètent tout simplement. J'ai besoin d'un logiciel de la paix, je vais acheter un logiciel de la paix. Alors, lorsque je vais acheter un logiciel de gestion comptable, fiscale, de la paix, etc., je ne vais pas le mettre en utilisant en recherche et développement parce qu'à aucun moment où j'ai fait de la recherche pour ce logiciel-là, je l'ai tout simplement acheté. Bien sûr, il va apparaître dans le deuxième compte qui est brevet, marque, droit et valeurs similaires. Avant donc de faire la synthèse, fonds commercial, la même chose. Fonds commercial, alors on parle de fonds commercial, on parle de fonds de commerce aussi. C'est une distinction entre les deux. Oui. Voilà, donc le fonds commercial n'est qu'une composante du fonds de commerce. Parce que parfois on parle de vente de fonds de commerce. On a vendu un fonds de commerce. Qu'est-ce qu'on a vendu? C'est le fonds commercial. Donc quand je dis j'ai vendu un fonds de commerce, j'ai vendu les locaux, mais j'ai vendu aussi le fonds commercial. Oui. Ce qui me permet de dire que le fonds commercial, ce n'est que la partie immatérielle du fonds de commerce. Donc le fonds de commerce, il comprend la partie matérielle, c'est les murs, Oui, généralement. local en général.
Et la partie immatérielle, c'est l'emplacement, c'est la clientèle, l'achalandage, la notoriété, etc. etc. Donc aujourd'hui, si je veux vendre, par exemple, un local de 200 mètres carrés et qui était exploité comme café, comme terrasse de café par exemple, je ne vais pas vous vendre seulement les 200 mètres carrés, mais très souvent je vais vendre également l'emplacement où il est. Je vais vendre également l'achalandage, la clientèle qui côtoie généralement cet endroit-là. Et tout ça, ça a de la valeur. Et c'est pourquoi on parle d'éléments incorporels. Hein, ce sont des éléments immatériels, parce que aujourd'hui, si je vous pose la question, quand on veut déguster par exemple des pots de glace, on va où? Sans vous demander de me citer des noms, mais chacun d'entre nous, il a des noms dans sa tête, hein, de maisons de glace, de référence. Quand on dit je veux manger du poisson frais, hein, je veux manger un beau plat de friture de poisson frais, chacun d'entre nous, il a un nom dans sa tête. Alors, le fait d'avoir un nom dans sa tête en tant que consommateur, pour l'entreprise, c'est un fonds commercial. Parce que c'est une certaine notoriété. Hein. Et donc aujourd'hui, si je veux vous vendre un local qui se trouve quelque part dans la ville, et je vais écouter, je vous vends quand même le nom quand même. Hein. Je vous laisse même le droit d'utiliser mon nom commercial. Ça aura bien sûr de la valeur. Donc c'est pas comme un 200 mètres carrés dans n'importe quelle région. Donc un 200 mètres carrés au plein centre d'activité économique, par exemple, ça a plus de valeur qu'un 200 mètres carrés dans une petite ruelle qui n'est visitée par personne. Hein. Donc ce qui fait que tous ces éléments-là, on va dire le point commun entre tous ces éléments qu'on vient de citer, c'est que, ce sont des éléments immatériels, hein, qui ne sont pas palpables physiquement, mais qui ont de la valeur. Qui ont de la valeur parce qu'on peut toujours les vendre. Et donc il y a deux choses. Pas de consistance physique, hein, pas de quelque chose de palpable, parce que ce soit le fonds commercial, les brevets, c'est pas physique, c'est pas toujours physique. Mais par contre, ça a de la valeur, parce que quand je décide de vendre l'entreprise, je peux toujours bien sûr demander une contrepartie. Pardon? L'image, la notoriété, le savoir-faire, parce que parfois, généralement, c'est ça ce qui peut donner un goodwill, hein, un goodwill à l'entreprise. Donc un goodwill, c'est des choses parfois que... Parce qu'on peut ajouter d'autres choses. Hein, quand je parle de goodwill, c'est parfois des éléments qui vont au-delà de ce que je viens de citer. Si vous avez une équipe de dirigeants d'une extrême compétence, si vous avez des salariés d'une très bonne qualification, ça c'est des choses que vous n'allez pas voir dans le bilan. Dans un bilan, vous n'allez pas trouver qualification ou compétence de qui que ce soit. Mais lorsque vous décidez, par exemple, de valoriser l'entreprise, d'évaluer l'entreprise, dans les approches d'évaluation, il y a l'approche du goodwill qui prend en considération les éléments non matériels, mais qui donnent de la valeur à une entreprise. Parfois, il y a des entreprises qui peuvent perdre énormément de valeur rien que à cause de la démission d'une personne. Je ne sais pas si vous faites attention, mais parfois, on lit dans des rapports que telle entreprise, elle a perdu tel accent, pour être plus précis, tel accent, elle a perdu 15% en l'espace de 2 mois. Et puis il y a des analystes qui disent la démission de son PDG en est pour quelque chose. Parce que le PDG, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est très connu sur la place, quelqu'un qui a un nom qui est réluisant, un nom qui fait du bruit. Hein. Et donc le fait d'avoir démissionné, ça a eu des retombées sur des aspects financiers, purement financiers. Donc un élément non financier, mais qui a de l'impact sur des éléments financiers. Hein. Ou bien le fait que quelqu'un soit nommé à la tête d'une institution, ça peut lui donner une valeur supplémentaire, une surcote de valeur, qui fait que, on va dire, c'est impossible de ne pas évaluer ces éléments-là. Hein. Ça serait vraiment illogique de ne pas évaluer des éléments, même s'ils ne sont pas matériels, même s'ils ne sont pas financiers, même s'ils n'apparaissent pas dans des bilans, dans des CPC, mais ils ont quand même de la valeur. Et donc, tout ça, ça rentre dans ce qu'on peut appeler les éléments de goodwill.
Les éléments de Godwin, des garanties à Godwin. Si cela a été engagé dans le cadre d'un projet spécifique. D'accord? Je vais donner un exemple très concret. Il y a maintenant 2-3 ans, j'avais le grand plaisir d'aller dans une fondation arabe qui s'appelle Masir. Masir, M-A-S-C-I-R. Alors, ils travaillaient, en fait, je suis allé voir les ingénieurs de cette fondation. Ils travaillaient sur un projet de production de carburant à base d'algales. Les algales, c'est-à-dire les micro-algues. Hein, donc, comment on appelle ça? Tahalib, voilà, exactement. Ça, c'est un projet qui n'a pas encore vu le jour. Hein. Mais l'idée, en fait, il y avait un ingénieur qui avait pensé à ça. Il dit qu'il y a une possibilité à partir de ces micro-algues, il est possible de produire des produits pharmaceutiques, en partie, et un peu, je dirais, de carburant. Donc l'idée, elle est vraiment dans la phase, je dirais, de la réflexion. Et il avait besoin d'un accompagnement sur le plan financier, parce que le projet, il est grandiose. Le projet, il a plusieurs volets. Le volet technique, le volet commercial, le volet financier. Alors moi, je suis allé les voir pendant 3 jours, rien qu'à travers le volet financier. Mais ça, par exemple, si j'ai à comptabiliser les frais de cette formation, du moment que ça concerne un projet spécifique, effectivement, ça peut aller dans ce projet. Mais les formations de routine, formation sur la gestion des stocks, les formations, c'est généralement dans les charges, je dirais, de la classe 6, hein, tout simplement. Mais lorsque la charge est engagée spécifiquement pour un projet qui va peut-être aboutir à quelque chose de concret, effectivement, ça peut très bien aller en recherche et développement. Monsieur, on peut dire que l'aboutissement à un truc de concret, c'est une condition pour comptabiliser. Effectivement, c'est une condition. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de très fortes chances à ce que ces dépenses aboutissent à la création ou à la découverte d'un nouveau procédé. C'est ça ce qui permet, ce qui permet d'aller en recherche et développement. Bien, alors maintenant, passons très rapidement aux essais corporels. Alors là, je vous donne la liste que vous connaissez par cœur, hein, donc les terrains, les constructions, le matériel de transport, le mobilier, etc., etc. Alors tous ces éléments-là, bien sûr, leur principale caractéristique, c'est que ce sont des éléments à caractère physique, palpable, touchable. Donc tout ce qui est terrain, tout ce qui est construction, tout ce qui est installation technique, tout ce qui est matériel de transport. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, toujours on termine par autre. Émulsion corporelle. Là, on ajoute même émulsion corporelle en cours. Ça, c'est pour les émulsions qui ne sont pas encore finies. Hein, qui ne sont pas encore finies. Parfois, à la fin de l'exercice, justement, à la fin de l'exercice, on est en train, par exemple, de construire, par exemple, un bâtiment, effectivement, et puis il n'est pas encore fini. Peut-être si on a à l'enregistrer, ça va être une émulsion corporelle en cours. Donc là, ce sont des éléments qui sont en principe, dans leur quasi-majorité, amortissables. Hein, on peut les amortir dans le temps, sauf bien sûr les terrains nus, bien sûr, je ne parle pas des terrains de gisement, donc ils ne sont pas, bien sûr, amortissables. Alors, et puis nous avons les émissions financières. Donc, en valeur, corporelle et financière. Vous voyez bien donc l'organisation, comment est-ce qu'elle a été faite. Alors financière, et donc ils sont constitués par les sommes qui sont employées par l'entreprise pour acheter des titres ou bien en créance, ou bien pour les utiliser en tant que créance ou bien de prêt à échéance, je dirais, supérieure à 12 mois et non liées à l'exploitation de l'entreprise. Ces raisons financières sont classées dans les rubriques 24-25. Donc nous avons comme principaux comptes, postes, prêts immobilisés, prêts au personnel, prêts aux associés, autres prêts, autres créances financières, etc. Voilà. Donc là, la principale caractéristique de ces éléments-là, c'est que ce sont des
emplois de fonds qui durent sur plus que 12 mois et qui ont un caractère financier. Lorsque je vais prêter de l'argent à mon personnel, je ne parle pas des avances sur salaire. Non, on parle des prêts au personnel. Parfois, il y a des entreprises qui accordent des prêts logement, il y a des prêts sur 5 ans, des prêts sur 3 ans, des prêts sur 4 ans. Alors, généralement, quand on accorde des prêts à rembourser sur plus qu'une année au personnel, c'est une obligation financière. Ou bien lorsqu'on accorde, par exemple, des prêts aux associés, ou bien lorsque on investit dans des titres de participation, ou bien lorsqu'on investit dans des titres, on va dire, dans la durée, ou bien dans l'échéance est supérieure à 12 mois, en principe, on est dans ce qu'on appelle des investissements financiers. On parle aussi de créances rattachées à des participations parfois. Il y a des prêts intra-groupes qui se font entre deux entités du même groupe et qui peuvent également être considérés pour l'entité prêteuse comme des investissements financières, au même titre d'ailleurs que les dépôts et cautionnements versés quand on verse une caution sur plus que 12 mois, ou bien quand on fait un dépôt sur plus que 12 mois, en principe là aussi, c'est considéré comme une investissements financière. Pardon ? Les cautions versées en cas de crédit bail. Voilà, effectivement, soit en cas de crédit bail, parfois en cas de... Rien que pour un marché. Aujourd'hui, il y a des marchés publics qui nécessitent des cautions. Si vous voulez soumissionner dans un marché, parmi les conditions de soumission, on vous dit vous devez nous ramener une caution bancaire de 3 ans. C'est-à-dire, pourquoi 3 ans ? Parce que le marché va durer 3 ans. Donc il faut bloquer une somme d'argent qui représente par exemple 3%, 4%, 5%, 10% de la valeur du marché. On vous dit, vous devez nous ramener une caution. Donc ce qui fait que vous devez bloquer une somme d'argent pendant 3 ans, en attendant que le marché soit terminé, soit achevé. Et donc lorsque vous faites une caution dans ces conditions-là, du moment que ça va vous priver de votre argent pendant 3 ans, on va dire que c'est une caution financière. Dans le cas des titres de valeur et placement, s'ils sont conservés par l'entreprise plus qu'à 12 mois, est-ce qu'on peut les immobiliser ? En principe, pour les titres et valeurs de placement, on est censé, ils sont censés circuler au bout de moins d'un an. Monsieur, c'est normalement l'intention. Alors justement, c'est ce que j'ai dit, lorsque vous faites l'acquisition de titres avec l'intention de les revendre au bout de moins de 12 mois, en principe, ce sont des titres de placement. Mais effectivement, il a raison de dire parfois, j'achète des titres avec l'intention de les revendre au bout de 12 mois, mais puis pendant 12 mois, les choses, ils n'ont pas, en tout cas, les offres qui m'ont été faites ne sont pas intéressantes, et donc je les ai gardées pendant plus que 12 mois. Ce n'est pas une raison pour les immobiliser. Quand est-ce qu'on les aurait immobilisés ? Lorsqu'on aurait adressé un bilan financier. Je passais par exemple d'un bilan comptable à un bilan financier. À ce moment-là, je vais me poser la question suivante. Quels sont les titres de placement dont la durée de séjour est supérieure à 12 mois ? À ce moment-là, je vais les immobiliser. Mais dans un bilan comptable fonctionnel, moi, je peux les laisser parce que l'intention est toujours la même. Je m'attends toujours à pouvoir les vendre une fois l'offre va se présenter. Si demain l'offre se présente, je vais les vendre. D'accord ? Donc ce qui fait que la différence entre titre de participation et titre de placement, c'est que les titres de placement, je les acquiers sans aucune intention de participer à l'investissement. Moi, je m'en fous qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid dans l'entreprise qui a émis ces titres-là. Ce qui est plus important pour moi, c'est que j'attends la plus-value pour pouvoir la saisir. Mais par contre, pour les titres de participation, quand on les acquiert, c'est toujours d'abord avec un pourcentage qui est significatif, et deux, c'est pouvoir dire oui, je vais essayer d'influencer les décisions de gestion. Et donc, s'il n'y a pas ces deux éléments-là, généralement, ce sont des titres de placement, même s'ils ne sont pas vendus au bout de 12 mois, on ne va pas paniquer, on attendra le cas échéant une offre qui est intéressante, et puis on va pouvoir les vendre. Sauf si on me demande d'établir un bilan financier, à ce moment-là, je peux faire la part entre ce qui est plus d'un an et ce qui est moins d'un an. Bien, alors quelle distinction doit-on faire entre une charge et une immobilisation? Généralement, on s'accorde pour dire que les charges, ce sont des opérations
qui correspondent en fait à un appauvrissement de l'entreprise. Oui, parce que les deux, ce sont des sorties d'argent. Le fait d'acheter un matériel, c'est une sortie d'argent aussi. Mais la différence, c'est que quand vous faites sortir de l'argent pour un matériel, il y a un retour. Oui. Vous avez un bien d'investissement que vous allez pouvoir exploiter pendant un certain nombre d'années. Donc, ce n'est pas vraiment un appauvrissement. Ce n'est pas la contrepartie d'un service que vous allez consommer durant l'exercice. Parce que lorsque vous payez un salarié, par exemple, on peut pas parler on ne peut pas parler d'un investissement ici. Je paie le salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est la contrepartie de la consommation du service travail pendant un mois donné. Donc c'est pas du tout un investissement. Lorsque je parle du règlement de la facture de téléphone, la même chose. C'est juste la contre-valeur de la consommation de services communication pendant un mois donné. Donc en fait, tout ce que je paie en contrepartie de la consommation de quelque chose pendant une année, c'est une charge. Donc tout ce que je vais payer, rien que pour la consommation d'un service donné, la consommation d'un bien donné, parce que même l'amortissement, c'est la même logique, pendant une année donnée, pendant un exercice comptable, ce sont des charges. Alors, par contre, mais quand on engage une dépense qui va se traduire par l'acquisition d'un bien qui est durablement utilisé, et quand on dit durablement, ce n'est pas éternellement, durablement, il suffit que ce soit utilisé pendant 2 ans pour dire que c'est durable. Dès que ça dépasse 12 mois, c'est durable. Donc, lorsque j'engage une dépense en contrepartie de la mise à disposition d'un bien qui va être utilisé pendant plus que 12 mois, là, on n'est plus dans la logique des charges, on passe à la logique des immobilisations. Donc c'est pourquoi d'ailleurs les entreprises, enfin certaines, surtout dans le secteur public, ils distinguent dans leurs dépenses, ils ont 2 principales rubriques. Dépenses d'investissement, dépenses de fonctionnement. Donc si vous êtes dans le budget d'une entité publique, vous allez trouver, vous avez combien de budget, messieurs, dames? Nous avons le budget d'investissement, nous avons le budget de fonctionnement. Et donc, dans le budget de fonctionnement, ils mettent les salaires, ils mettent les fournitures, ils mettent la consommation d'énergie, l'électricité, la téléphonie, etc., etc., etc. Voilà. Et tout ce qui est mis en place de biens d'investissement, ça fait pareil du deuxième budget qui est le budget d'investissement. Et donc, ce qui fait qu'on ne va pas se perdre quand on est dans une entité pareille. Alors, ce qu'il faut également rappeler, c'est que les dépenses de charge, ils sont logées dans la classe 6 et les dépenses d'émo, ils sont logées dans la classe 2. Alors, sur le plan fiscal, les charges, ou bien les dépenses de la classe 6, on peut, en principe, les déduire immédiatement. La condition qu'ils remplissent les conditions de déductibilité, à savoir être lié à l'exploitation, se traduire par une diminution de l'actif net, être appuyé, être des charges effectives et être appuyé de justification et être constaté en comptabilité. En fait, nous avons un camion de conditions, il faut le dire, parce qu'il y a les 4 conditions générales, mais il y a aussi des conditions pour chaque catégorie de charges. Ce qui fait que là, vraiment, on a un système fiscal qui est très, très verrouillé. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est un peu dommage quand même de voir que les changements qui arrivent sur les lois de finances, cette année-là, encore une fois, je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire ce qu'il y a dans le projet de loi de finances 2019, mais pour moi, c'est très, très décevant en matière de fiscalité des particuliers. Ça fait des années que je dis que le patronat, il fait très bien son travail. On n'a rien à dire. La CGM, il fait très bien son travail. On n'a rien à dire. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si on fait un petit peu le cadre de vision un peu large. Si je prends les 10 dernières années, 2008-2018, il y avait des choses extraordinaires qui se sont passées sur le plan fiscal pour les entreprises. On est passé d'un taux de l'IS de 35% à un taux d'IS qui est diversifié aujourd'hui, 10, 20, 31. Et à partir de 2019, le 20, ça va devenir 17,5. Et 31, 32. Voilà, et de 31, ça va passer à 32, c'est pas grave. Et en tout cas, pour la PME, c'est une très bonne chose. Pour les encourager. Voilà. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau de la fiscalité des particuliers.
la fiscalité des particuliers qui pose un grand problème au Maroc. Nous avons une surpression fiscale qui augmente d'année en année. Parce que si je n'ai qu'à prendre l'exemple de 2 mesures, je veux dire que c'est vraiment, moi je trouve que c'est pas du tout juste. C'est pas du tout. Au moment où tout le monde souffre de cette, on va dire, cette érosion, on va dire, du pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on a fait cette année-là? On a proposé d'augmenter les tarifs des vignettes, hein, la taxe sur le véhicule. Voilà. Entre 50 et 500. Voilà. Minimum 50 dirhams. Maximum 50 dirhams. Pour un état d'infrastructure, je dirais routière, qui est catastrophique. Je pose la question, pourquoi déjà on paye 1500 dirhams alors que nous avons des infrastructures routières qui sont catastrophiques? Et cette année-là, on demande de payer plus. Deuxième aberration, on nous dit qu'il n'y a plus d'exonération sur les cessions de logements, même après 6 ans. Si vous vendez votre logement après 6 ans, jusqu'à fin 2018, si vous vendez votre logement pour aller ailleurs, après l'avoir occupé pendant plus que 6 ans, on était exonéré. Oui, non. À partir de 2019, il n'y aura plus d'exonération. Même si vous l'occupez pendant 15 ans et vous le cédez, il faut payer la taxe minimale de 3% du prix de cession. Quels sont les gens qui doivent défendre les consommateurs et les particuliers et les citoyens sur le volet fiscal? Ce sont les gens qui aiment la pâtisserie, hein, tout simplement. Hein. Ce sont des gens qui, au lieu d'aller défendre, je dirais, les intérêts des contribuables et des consommateurs, préfèrent quitter le lieu avec des sacs de chavirés, de pâtisserie et de ça. Et là, c'est vraiment scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Ce qu'on voit, c'est des images vraiment qui font très mal. Le taux de TVA est très élevé, monsieur, par rapport Justement, à 20%. 20%. Un cinquième. C'est beaucoup. Hein. Canada fait des زحمة راه ماشي بوم. علاش؟ Bien, alors s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, alors que les charges sont en principe déductibles, j'ai dit, s'ils remplissent les conditions générales et particulières de déductibilité, pour les dépenses d'investissement, on est censé les déduire de façon progressive au rythme de leur amortissement. C'est-à-dire que lorsque je vais investir dans une machine, je ne vais pas pouvoir déduire le montant de la machine d'un seul coup la première année, mais je vais amortir cette machine sur par exemple 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis chaque année je vais pouvoir déduire le montant de l'amortissement correspondant, ce qui est en tout cas très très logique. De toute façon, comme je dis et je le répète, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais d'après le dernier sondage qu'on avait réalisé sur le plan continental, le système fiscal marocain a été classé deuxième meilleur système fiscal en Afrique, après celui de qui? Du Seychelles. Après celui du Seychelles. Le Seychelles. Vous ne connaissez pas le Seychelles peut-être? On ne connaissait pas les îles Comores. En tout cas, aujourd'hui, on les connaît mieux. Hein? Le Seychelles, oui. Donc, Seychelles. Il y a un pays en Afrique qui s'appelle le Seychelles. Alors, je crois S-C-H-E-2-L-E-S. Seychelles. Alors, j'ai dit que le Maroc, il a été classé deuxième meilleur système fiscal après le Seychelles en Afrique, en tout cas, grâce surtout à la fiscalité des entreprises. Donc nous avons un bon avantage fiscal concurrentiel en Afrique grâce, je le dis, je le répète, grâce à la fiscalité des entreprises. Supposons qu'on devait refaire le classement, mais cette fois-ci en ne prenant en compte que la fiscalité des particuliers, je crois qu'on aurait été classé 45e ou bien 50e pays en Afrique. Ce qui fait que, et il faut le dire, il faut le répéter, ces gens-là qui sont au Parlement, soit ils doivent faire leur travail correctement, soit ils doivent laisser la place pour d'autres personnes qui sont beaucoup plus, je dirais, en tout cas, beaucoup.
qui sont beaucoup mieux, on va dire, beaucoup mieux placés pour pouvoir comprendre ces choses-là. Parce que moi, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un, par exemple, qui ne comprend même pas, on va dire, le b.a.-ba des aspects fiscaux du système fiscal national, et puis pourtant il est planté ici dans le Parlement pour d'autres raisons. Parce que les images, en tout cas, les images que j'ai vues personnellement, ils m'ont certainement blessé, sincèrement. Parce que mais ça, c'est pas des choses que, même au niveau de nos cérémonies de mariage, on ne les accepte pas. On nous dit, Flana, j'ai mis c'est un parlementaire. Mais c'est grave, mais c'est incroyable, c'est inadmissible. Tu vois, ça avait 30 000 dirhams, minimum 30 000 dirhams par mois, et tu te permets de faire sortir avec des sacs. Ça se passe de tout commentaire. Sincèrement, ça se passe de tout commentaire. Bien, donc la distinction, elle est très claire, je crois, entre charge et immobilisation. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Donc les charges, ils sont engagées et ils sont déduites au titre du même exercice, alors que les IMO, en principe, on est censé les étaler dans le temps. Mais pourtant, à cette règle-là, il y a une exception. L'exception, c'est que certaines charges, on peut les immobiliser, et on vient de donner plusieurs exemples. Tous les exemples de charges qu'on peut mettre en frais préliminaires ou bien en charges à répartir, ce sont des charges qu'on a décidé d'immobiliser. Et l'inverse est vrai, on peut également passer en charge certaines dépenses ou bien certaines dépenses d'immobilisation. Par exemple, physiquement, le fait d'acheter par exemple des tournevis ou là des pelles ou bien des marteaux, ce sont des outils à faible valeur qui physiquement ce sont des immobilisations et qu'on peut se permettre de passer en charge. Donc ce qui fait que même s'il y a une règle générale, il est toujours possible donc de faire l'exception justement à travers ce genre d'opération. Voilà. Donc nous allons prendre le premier cas. Alors je vais laisser le temps de lire le premier cas avant de passer les écritures correspondantes. Donc la société Medal, spécialisée dans la production des médicaments, a engagé lors de sa constitution des frais suivants: commission, 18 000. On peut les mettre en charge si on veut, mais du moment où on vous dit que c'est lors de la Constitution. Alors, l'hypothèse la plus simple. Directement en immobilisation. Directement en immobilisation, oui. Sinon, on peut les considérer comme étant des charges. Parce que on tient une comptabilité déjà, et si les opérations sont étalées sur plusieurs jours, on peut les passer en charge avant de les immobiliser. Mais si on les a engagés d'un seul coup, le même jour, comme c'est le cas ici, on peut directement les mettre en immobilisation. en immobilisation. Les commissions et les frais d'enregistrement, on peut les considérer comme des frais d'acquisition de l'autorité. Commission et mais là, on nous dit que C'est en non-valeur. ces éléments sont en valeur, sont en non-valeur. Mais généralement, comme ils sont engagés à l'occasion de la Constitution, on va les considérer comme des frais de Constitution. Si vous avez acquis à l'occasion de l'acquisition d'un matériel, d'accord, on va les dire que on va les Frais d'acquisition, voilà. Oui. شوف Pas hors taxe, toujours enregistré en hors taxe. Bien sûr. سميتك فعلا اسمعني يزيمو نون فالور كطبقش على القاعده اللي يزيمو كطبقوا قلت كما كوبيت 70000 ولا فطرت في 63 قلت 70000 ولا فطرت في 63 عرفتي علاش درت
كتبوا بيان ومشيت اتاخر بقيت نسحك عليا نقرا مشيت وعاود ديري كونسيدير كوميطون كامل ديجا وعاد ترانسفيرتهم كوميطون وانت في الكونستيتيوسيون كنديرو هذا قال لك كي شابه Honoraire dollar, t'avais 10%. 10%, ouais. بقاو يشم ولا بوكا لا افوكا وقيلا كان شي كاسه انا كنت في بالي حتى عندي مشكل في الصوت لا بوكا شكون واحد الحاجه واش نسيتوها عليهم التيفي وشكون اللي معلوش التيفي الزمر ديالنا ثلاثه كاينين ثلاثه اكسبير كونطابل ثلاثه تخوا زغلوغات معلوش التيفي وراه هادشي باش بقيت نخمم هذا هذا التيفي انا شرط نكون اصلا نكون حمار ولا عبد ولا غير لانه داكشي كيف هكا احمر كبيره شوف لي روحي معقدين Alors, s'il vous plaît. Donc, le 8-7. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on a admis ici que les opérations, ils ont été, s'il vous plaît, ils ont été engagés le 8-7. Parce qu'effectivement, on aurait pu les mettre dans des comptes de charge et puis avant de les immobiliser. Mais comme ils ont été engagés, par exemple, à la même date, on peut très bien opter pour l'imputation directe dans le compte d'immobilisation, à savoir le compte frais préliminaires, hein, où il y a frais de constitution, justement, frais de constitution. Donc on aurait pu mettre directement frais de constitution, qui est le compte 2111. 111. Voilà. Et comme il y a une TVA sur ces frais-là, on met TVA récupérable. Hein, donc État, TVA récupérable. Sur IMO. Alors, est-ce qu'on va sur IMO ou bien sur les charges? Sur IMO. Sur les charges. En fait, parce que ici, on aurait pu mettre sur IMO si c'était une saison. Mais là, ce sont des charges qu'on a immobilisées. D'accord? Ce qui fait que je peux très bien me permettre. De toute façon, aujourd'hui, le problème ne se pose plus. Parce qu'avant, le problème pouvait se poser. Parce qu'il y avait le décalage. Hein? Aujourd'hui, il n'y a plus de décalage, aussi bien pour les IMO que pour les charges. Mais même auparavant, on pouvait les mettre dans les comptes, dans la TVA sur charge, parce que ce sont des charges qu'on a engagées. Le fait de les avoir immobilisées, c'est juste un choix comptable. Donc, ce qui fait qu'on peut très bien mettre état de TVA récupérable sur les charges. Alors, pour, bien sûr, je vais mettre en contrepartie la banque. Voilà. Pour les montants suivants. Alors, pour les montants, il faut prendre le hors-taxe, la TVA. 13 000. Par exemple, ici, 18 000, ça va être donc 18 000 divisé par 1,2. 15 000. Et puis, la note du notaire, je vais prendre 14 300 divisé par 1,1 parce que c'était TC, plus
autres frais TTC, donc c'est 15 360 divisé par 1,2 Et les frais d'enregistrement sont TV. plus 33 400. 74 200. Voilà. Oui. Parce que même le fait d'avoir, par exemple, mis... en fait, j'ai dit qu'on aurait pu mettre frais, ces frais-là dans les comptes de charges appropriés, et puis après, on va immobiliser par la suite. Mais le fait de les avoir engagés le même jour, c'est ça ce qui justifie le fait de les avoir mis en immobilisation. Alors maintenant, le fait d'avoir utilisé un compte d'immobilisation ne pose pas de problème parce que c'est un compte, on va dire, un peu particulier. D'ailleurs, comment il s'appelle? Il s'appelle frais. Hein? Frais, je dirais, de constitution. Donc ce qui fait que, même si on met la TVA sur les charges, ça n'a rien d'anormal parce que, comment dire, dans leur essence, ce sont des frais qu'on a immobilisés, ce sont des charges qu'on a immobilisées. C'est-à-dire qu'il ne serait pas très pertinent de mettre état TVA récupérable sur IMO, alors que d'après leur nature, ces éléments-là, ce sont plutôt des charges, mais qu'on a juste choisi d'immobiliser. On aurait pu commencer par mettre les charges dans les comptes appropriés. Par exemple, commission dans le compte correspondant, honoraire du notaire également dans le compte honoraire, ainsi de suite. Et puis après, les utiliser par la contrepartie du compte transfert de charges, ce qui n'est pas faux. Mais moi, j'ai choisi de les mettre directement en compte de frais de constitution, parce que je supposais que du moment qu'ils ont été engagés le même jour, on peut alors les mettre directement comme ça. Et ça n'a, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le plan fiscal parce que, comme je viens de dire, la TVA est récupérable sans décalage d'un mois, aussi bien celle qui concerne les charges que celle qui concerne les immobilisations. Alors, donc je répète pour dire, c'est 18 000 divisé par 1,2 parce que les commissions ils sont censées être soumises à la TVA au taux de 20%, 14 300 divisé par 1,1 parce que la TVA sur les honoraires de notaire est de 10%, et puis 15 360 les autres frais divisé par 1,2 parce que la TVA correspondante est de 20%. Il n'y a pas de droit d'enregistrement sur, il n'y a pas de TVA sur le droit d'enregistrement. Ce qui nous donne un montant en taxe de 74 200. Là, je vais mettre le montant total, 81,60. c'est-à-dire 18 000 plus 14 300 plus 15 360 plus 33 400. Ça nous fait un total de 81 060 et la différence, ça va représenter la TVA. Monsieur, les honoraires sur l'expert comptable, 20% de TVA. Oui, 20%. Sur l'avocat, Non, facile. 10%. L'avocat. Le notaire, c'est 10%. Monsieur, les honoraires, 10% que l'expert comptable. Non, en fait, tout ce qui est conseil, expertise, c'est 20%. Et puis nous avons une liste limitative de professions qui sont soumises à 10%. Les telraféums, les avocats, les notaires, les interprètes, les huissiers de justice, les maîtres vérificateurs. Donc nous avons une liste limitative. 20% qui ne sont pas cités parmi ceux qui sont à... 10%. Le code général de frais comptables. Oui. Le code général de frais comptables présente la liste. Deuxième exemple, s'il vous plaît. Dans ce deuxième exemple, on précise que les opérations elles sont étalées durant 3 mois. Ça veut dire que là, peut-être qu'on va dans un premier temps comptabiliser la charge une par une, les charges une par une dans leur compte approprié, avant de les transférer dans un compte débit.
combien de prix avant le travail? Alors, j'ai un exemple, on a supposé qu'il y a une prime d'embauche. Prime d'embauche n'est pas accordée aux salariés. Aux salariés, C'est au justement. RH qui a. Enfin, la personne qui l'a embauché, qui l'a recruté, peut-être. D'accord, par exemple, on a accordé une rémunération à. Mais bon, c'est pas dû non plus ici. Fiscalement, Pardon? fiscalement. On peut pas Vous parlez d'une prime d'embauche, par exemple. Il faut que ça corresponde à un travail effectif. Donc, s'il y a un travail effectif, et ce n'est pas exagéré, en principe c'est du type. Mais il faut que ce soit également imposé au niveau de l'IR. Parce qu'au niveau fiscal, je crois que le problème ne se pose pas là, parce que si vous voulez déduire une charge en matière d'IS, il faut la déclarer en matière d'IR. Donc, ce qui fait que le fisc est tranquille à ce niveau-là. Cherchez à déduire ce que vous voulez, pas de problème. On parle de la compatibilité entre l'IR et l'IS. L'incompatibilité. Hein? La La compatibilité. compatibilité, en fait, on va dire qu'il y a une certaine complémentarité entre l'IS et l'IR. Si vous voulez déduire 100 000 dirhams de salaire au niveau de l'IS pour amoindrir l'IS, il faut la payer au niveau de l'IR. Voilà, c'est très logique. Alors, s'il vous plaît, vous avez reçu ce document-là qui reprend les cas, hein, j'imagine. Oui. Vous avez reçu le document. Voilà, donc voilà. Donc maintenant, on va directement aller à la proposition d'éléments de correction. On va dire en fait, ces frais, on va dire, ont été engagés en fait durant les 3 derniers mois. De l'exercice. Donc on peut dire qu'ils vont apparaître dans la classe 6 avant, on va dire au fur et à mesure déjà, donc au fur et à mesure de leur engagement et avant, je dirais, à la fin de l'exercice, je mettrai, hein, et à la fin de l'exercice, on les vire justement à la classe de tout. Bon, je n'ai pas les dates, mais en tout cas, je vais mettre les opérations une après l'autre. Donc, premier montant 22 000, prime d'embauche accordée lors de recrutement, salaire payé 33 000. Bon, bref, là, je peux mettre. Rémunération du personnel. Voilà, rémunération du personnel pour 22 000 Plus 33. et 33 000. D'accord? 22 000 et 33 000, ça fait 55 000 que je vais mettre en rémunération du personnel. Le 36 171 et la banque. Pour la première, si vous voulez, charge engagée. Oui. On peut mettre toutes les charges crédit de la banque. Parce qu'on a supposé que ces frais n'ont pas été engagés à la même date. Exactement. Date par date. Date par date. S'ils ont eu lieu à la même date, Déclare. on va attendre la fin pour mettre un seul compte accrédité. Mais comme ce sont des opérations qui ont été étalées dans le temps, pour chaque opération, il faut mettre la date correspondante. D'accord? Oui. Voilà. Alors ensuite, on a Impôt et taxes. frais d'enregistrement des actes. Impôt, taxes et droits. Voilà, en fait c'est le compte impôts, 6161. taxes et droits assimilés. C'est le compte 6171 et 5141. Pour un montant de 14 000.
Non, c'est pas 14, c'est pas 14 000, c'est 55. 55 000. Alors, donc 55 000 frais d'enregistrement des actes. Monsieur 61, 67. 61, 67. non, c'est pas 71 bien sûr, c'est 61, 67. Impôt, taxe et droits. Voilà. Et puis nous avons frais d'acte et honoraires du notaire. Rémunération d'intermédiaire. Oui. La TVA sur les honoraires de notaire, est-ce qu'il est récupérable ou non? À votre avis, est-ce qu'il est récupérable ou non? En fait, la TVA sur les honoraires du notaire, de l'avocat, etc., elle était, elle était de 7%, 7% sans droit à déduction il y a quelques années, ça fait maintenant 10 ans et plus. Elle était de 7% sans droit à déduction. Ça veut dire sans pouvoir la récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le temps, on a augmenté le taux de 7 à 10% et il est devenu récupérable. Donc, ce qui fait, aujourd'hui, si vous consultez un document ancien, effectivement, il va vous dire que ce n'est pas récupérable. Non, aujourd'hui, il est récupérable. Avant, il était à 7 et il n'était pas récupérable. Aujourd'hui, il est à 10 et il est récupérable. Aussi bien pour le notaire que pour l'avocat, que pour un certain nombre de visites que je vous donnerai tout à l'heure. D'accord? Donc, ce qui fait que c'est récupérable. 10% et c'est récupérable. Le même montant pour la rémunération personnelle, je sais pas. Par hasard, comme par hasard, on a eu le même montant, mais c'est juste une coïncidence. Parce que là, on a 22 et 33, ça fait 55, et là, nous avons 55. Alors, frais d'acte et honoraires, donc je vais mettre ça également dans une rubrique. Oui. On a déjà précisé que ce sont des frais préalablement au démarrage, alors que l'exercice est de 3 mois. Qu'est-ce que ça veut dire le démarrage? C'est-à-dire avant de démarrer l'activité, avant de commencer l'activité proprement dite. Je peux avoir une activité dans un secteur industriel donné, dans un secteur touristique donné, dans un secteur donné, on va dire d'une façon générale. Et puis avant de démarrer mon véritable activité, je peux engager des frais. Et donc ces frais-là, comme ils ont été engagés préalablement au démarrage de mon activité réelle, ben, ce sont des frais préalables au démarrage. Pardon? Oui, mais s'ils sont justifiés. S'ils sont justifiés. Pardon? En fait, s'ils sont justifiés de deux façons. D'abord, il y a des pièces justificatives. Et deuxièmement, comment dire, il est logique de les engager avant de démarrer l'activité. Dans le bilan de l'année qui suit l'activité. En fait, on va constater dans le premier bilan qu'on va pouvoir établir en tant que frais de démarrage, et puis on va pouvoir les étaler dans le temps, on va pouvoir les amortir dans le temps. Alors, l'opération suivante, donc qu'est-ce qu'on va mettre? Rémunération d'intermédiaire et honoraire. Donc c'est le compte 61,36. Pour combien? Pour 14 000. Et la TVA correspondante, donc c'est état TVA récupérable sur les charges. Alors, c'est 10% donc de 14 000, ça fait 1 400. Et donc, bien sûr, la contrepartie, c'est la vente. Ça fait 15 400. Alors ensuite, l'opération suivante,
on vous dit, Non stockage. alors, frais d'acte d'honoraire, 14 000, frais de téléphone. Alors, frais de téléphone, 27 000. Donc, frais de téléphone également à part. Donc, on va mettre 27 000 comme frais de téléphone. Dans quel compte? Voilà, frais postaux et frais de télécommunication. Alors, 61, 45, avec la TVA bien sûr. Voilà, 20%. 5400. Et la banque, bien sûr. Achat non stocké de matière et fourniture. Et enfin, nous avons les Électricité, dépenses d'électricité pour 12 800. 6125. 1125. Voilà. Achat non stocké de matière et fourniture. C'est où ce qu'on a dit? Donc, les dépenses d'électricité, c'est achat, Non stocké de matière et stocké de fourniture. matière et Fourniture. fourniture. 6125. Avec une TVA, bien sûr. 14%. L'électricité. Voilà. Donc, C'est pour l'eau. Pour l'eau et 14 pour l'électricité. on a dit note d'électricité, donc c'est l'électricité. Alors, 128 000 plus 14%. L'eau, c'est 7%. 7%. Oui. L'électricité. L'électricité, c'est 14. Pardon? C'est bon, on avance? Voilà, maintenant le 31-12, justement. Alors le 31-12, nous allons donc immobiliser ces charges-là. Alors je vais débiter le compte Très préalable. transfert, n'est-ce pas? Non, très préalable. Redémarrage. En crédit transfert de charge. Ah oui, Alors je vais mettre transfert de charge avant de le recréditer. Alors je vais le débiter pour créditer tous les comptes de charge, à savoir rémunération du personnel, n'est-ce pas? Monsieur, c'est juste Pardon? On peut immobiliser automatiquement. On fait. Créditer les comptes de charge et débiter directement le compte frais préalable au démarrage. Exactement. Non, monsieur. crédit Débiter et transfert de charge directement. Crédit compte transfert de charge directement. avec le début du frais. C'est une façon de faire, oui, et ça aussi, je le vois de temps à autre. Mais Je préfère. cette façon de faire n'est pas fausse. Hein. Oui, oui. Hein, donc,
L'annulation, Au ça moins, fait de l'annulation. au moins, ça permet d'annuler les charges, justement. Pour que, de telle sorte que dans la balance, on ne va pas avoir ces comptes-là qui sont toujours pour des montants débiteurs. D'accord? Alors, donc, rémunération du personnel, quoi encore? Impôts et taxes. franchement عمري لك لا فالونتين تحيدو Rémunération d'intermédiaires et honoraires. Oui. Donc je vais enlever cette ligne-là. Donc rémunération d'intermédiaires et honoraires. Quoi encore? Frais postaux. Et achats non stockés. Alors pour les montants respectifs de 55 000, 14 000, 27, c'est ça? Voilà, 27 000. 55, c'est 22 plus 33. Et 128, oui. Pardon? Oui. Dans ce contexte en particulier, dans ce contexte-là, parce qu'on a payé des frais avant même de démarrer l'activité, parce que parfois, je peux vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement. Parfois, tu peux faire appel à un collaborateur qui n'a pas encore été engagé, je dirais, réellement dans ce qu'on lui demande. Mais il a une expérience quelque part, il peut vous accompagner pour faire ses premiers, comment dire, pour faire ses premiers pas avant de démarrer, et tu lui payes une prime. Juste une prime parce qu'il t'a accompagné pendant 1 ou 2 ou 3 mois avant de démarrer l'activité. Donc on peut très bien considérer ça comme étant des frais de personnel, parce qu'ils sont engagés vis-à-vis d'un membre, un collaborateur. Mais comme ça a été engagé avant le démarrage de l'activité, donc c'est des frais préalables au démarrage de l'activité. Alors le total, c'est pas voilà, c'est 2800. Voilà. Donc le total c'est 163 800. Non? Non. Le TV va être traité dans la classe 3, à part, donc c'est pas ici dans la classe 6. Donc là, les comptes, c'est 6171, 6167, 6136, 6145 et 6125. Et 7197 pour transfert de chambre. Et là, c'est... 7197. Voilà. S'il vous plaît. Donc là, c'est pour solder les comptes de la classe 6. Et tout de suite après, je vais constater les mobilisations. Oui. Quel est l'intérêt? Oui. Quel est l'intérêt d'enregistrer les frais préalables? Les frais préalables au démarrage de l'activité. في البيلون الاول. Alors, quel est l'intérêt de comptabiliser ces frais? Autrement dit, c'est quand si on me posait la question, est-ce qu'on aurait pu ne pas les comptabiliser? Je ne sais pas si c'est votre question ou pas. Est-ce qu'on aurait pu ne pas les comptabiliser? Alors, il y a double intérêt. Premièrement, d'abord pour pouvoir les déduire, les récupérer. Sauf qu'on a choisi ici de ne pas les récupérer, de ne pas les déduire d'un seul coup et sur le dos d'un seul exercice. Mais on a choisi de les aller dans le temps.
Donc, premier intérêt, c'est qu'on ne va pas faire des dépenses et les oublier sans chercher à les récupérer fiscalement. Deux, pourquoi ne pas les récupérer d'un seul coup? Pour ne pas alourdir les charges du premier exercice. Et question de logique, ce sont des frais qui ont été engagés préalablement au démarrage, non pas du premier exercice, mais préalablement au démarrage de toute l'activité. Donc en principe, ces frais, on devait les étaler sur toute la vie d'entreprise. On devait les étaler sur 99 ans. Mais comme ce n'est pas possible de les étaler sur 99 ans, les étaler sur 5 ans. Voilà. Lors du premier exercice, justement, quoique parfois il y a des gens qui cherchent à l'avoir pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la CE. Voilà. Alors, justement, bénéficiaire de l'exercice soit tu peux payer l'IS. Parce que tu es bénéficiaire dès le premier jour, tu payes l'IS. Donc, si l'IS est inférieur à la tu le paieras l'IS. Il n'y aura pas de CM en tout cas pendant les 37 premiers mois, mais l'IS, il va commencer à courir dès le premier exercice. Donc si par hasard, le premier exercice, tu dégages un bénéfice, tu payes. Voilà. Et donc là, on va recréditer le compte transfert de charge. Sont 63 800. Voilà. Là, on n'a rien dit pour l'instant. Pas forcément, parce que pendant des années, on était à 1500 dirhams, et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté le minimum de 1500 à 3000 dirhams, et on a gardé le taux de 0,5%. Maintenant, quand on va augmenter de 0,5 à 0,75%, ils peuvent laisser le plancher à 3000 dirhams. Il n'y a pas de problème, ils peuvent le laisser à 3000 dirhams. Pourquoi on a le compte transfert de charge? Pourquoi on a utilisé? On aurait mis quoi à la place, à votre avis? Qu'est-ce qu'on n'avait pas compris? Est-ce que le compte lui-même ou l'étudier de ce compte-là? C'est juste pour dire que on ne va pas confondre toutes les charges que nous avons engagées durant cet exercice-là. On va les isoler en deux, on va les scinder en deux. Les frais et les charges que nous avons engagés avant de commencer l'activité, avant de démarrer l'activité, c'est ce que je viens d'inscrire ici, et les frais qu'on a engagés après avoir démarré l'activité. Alors pourquoi avoir séparé ces deux catégories de charges? Parce que les charges qui sont engagées avant le démarrage, on doit, pour question de gestion, on doit les étaler sur plusieurs exercices. Parce que ces frais que nous avons engagés, ils concernent en principe toute la vie de l'entreprise, et pas seulement le premier exercice. S'ils ne concernaient que le premier exercice, ou bien s'ils se répétaient chaque exercice, on les met dans les charges de l'exercice. Mais comme ce sont des charges qu'on va engager une seule fois dans la vie de l'entreprise, on va dire que ce sont des charges qui concernent toute la vie de l'entreprise. Ils ont été engagés préalablement au démarrage, alors il va falloir les étaler sur plusieurs exercices. Et pour pouvoir les étaler, le compte approprié, c'est frais préalables au démarrage, tout simplement. Si on les avait engagés en pleine activité, on les aurait mis dans les comptes de charges appropriés, sans vraiment chercher à les immobiliser. Mais comme ce sont des charges qu'on a engagées avant de commencer l'activité, donc on les a immobilisées puisque le droit l'autorise. Le droit comptable nous propose un compte qui s'appelle frais préalables au démarrage de l'activité. Bien. Alors nous allons nous accorder une petite pause
de 10 à 15 minutes et on rentre.